Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, on ne compte plus les épisodes. Bonjour Fernand, comment vas-tu? Salut Guillaume, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va superbement bien, mais toi est-ce que t'as pu te reposer un petit peu après cette folle semaine, mine de rien, de j'imagine peut-être décompression après Houston? Oui, euh, c'était même j'ai plongé dans un repos pas voulu mais qui était assez bizarre. C'est- J'ai j'ai essayé je suis allé souvent à la salle donner des cours. J'ai travaillé de chez moi, mais c'était un peu plus dur parce que le sommeil venait à des heures où j'étais pas chaud à dormir, mais du coup ça faisait longtemps que j'avais pu approcher les nuits de 10 heures de sommeil, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, je me sens un peu reposé. Ça ne se voit pas comme ça, mon visage, mais je me sens un peu reposé. Eh bah très bien, mais et donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles vont être les prochaines grosses échéances là pour toi, là, sur ces prochaines semaines, prochains mois? Non, il n'y a pas de grosses échéances en sortie. Si tu entends des sorties dans MMA, il y a des grosses échéances de boulot. Euh, notre école de formation FMC a, a ralenti parce qu'on a un diplôme à peu pareil, un diplôme qui est, qui est un CC, un, un, un certificat complémentaire pour l'OMMA, sur lequel on est en train de finaliser les travaux pour la rentrée, donc ça demande pas mal de boulot. Il y a quoi d'autre? Il faut AS que peut-être? on ah oui, ça va de soi. C'est déjà, Arès, c'est bon, c'est validé. Il y a pas, on va pas revenir dessus 15 ans, mais c'est sûr. Oui, Arès, sur décembre et tout, c'est bon. La date sort certainement cette semaine-là pour qu'on soit fixé finalement. On a deux dates qui sont en ballottage et puis on fixe la date et puis on a le procès qui va avec dans la foulée. Donc ça va de soi. Mais voilà, il y a pas mal d'expansion sur les ouvertures des salles de MMA Factory qui nécessitent pas mal de boulot, sur lesquels on est noyé. Donc voilà, en périphérie de ce qu'on fait, il y a pas mal de boulot autour de ça. Et puis la planification des combats prochains. Il y a Mehdi Ben Lada qui va combattre bientôt, il y a Ryzen qui va combattre, il y a qui d'autre? Est-ce que Samir Faidin va bientôt Il y revenir? a Sami Faedin à confirmer, c'est pas encore validé. Il y a un tonne d'athlètes qui vont combattre. Enfin, je te parle même pas de tous ceux qui font le transfert et qui débutent en MMA comme Paulin qui a combattu en Hollande récemment, comme comment il s'appelle notre ami Michael Groguch qui va combattre. Enfin, il y a une tonne de personnes à préparer, mais surtout il y a à finaliser le game plan de Nassoudine Imavov qui combat le 6 novembre. Et ça, ce sera du coup mon premier voyage. Et puis à finaliser, à peaufiner la préparation physique et la préparation mentale de Cyril Gann. On a déjà, avec le préparateur de Cyril, à Angelet, on a déjà sorti une planification pour un cycle de développement de force et donc avec une très légère prise de masse musculaire dans la préparation en question. Voilà en gros ce qu'il y a comme boulot, sachant que dans quelques jours, je prends quelques jours de vacances avec mes filles. Bien Donc, il faut mérité. finaliser, et voilà, donc il faut finaliser tout ça rapidement avant d'aller prendre un petit repos. Très Voilà. bien. Bah, tu commences déjà à répondre d'ailleurs aux questions que les gens posent, on va dire, chaque semaine, tout simplement. Donc là, c'est un épisode un peu particulier parce que les questions vont venir au fur et à mesure, parce que là, c'est en lien direct avec ce que tu viens de dire. Donc c'est Sky qui nous dit directement: Bonjour, messieurs, tout d'abord, mes félicitations au King et mes respects les plus sincères pour l'ascension sportive du MMA Factory ces dernières années. J'ai une question pour le King. Vous voulez réaliser une prise de masse, prise de force à Cyril
Mais quel est le poids que vous souhaitez le faire atteindre? Est-ce qu'un Cyril avec 3,5 ou 5 kilos en plus ne risque-t-il pas de changer sa légèreté et sa fluidité sur ses appuis au profit d'une plus grosse frappe et donc de le desservir au lieu de continuer à jouer sur les qualités? J'ai comme exemple flagrant Conor McGregor, qui depuis son combat contre Eddie Alvarez a pris en masse certes, mais qui est devenu bien plus statique que son run en featherweight. Merci d'avance pour votre analyse sur la question et hâte de vous écouter à nouveau. Non, c'est enfin, oui, si jamais quand il y a prise de masse, forcément, il y a le poids qui va avec et qui peut ralentir la vitesse si on est exclusivement sur un cycle de prise de masse. Ce qui se passe, c'est que on a pris une routine avec Cyril de travailler du footwork. Systématiquement, on a un drill de déplacement qui fait systématiquement avant chaque séance d'entraînement. Si ce drill est maintenu, ça devient un peu l'histoire d'Attila. Ce jeune, je crois que c'est ce jeune qui sortait le bébé taureau de l'étable et qui, quelques mois plus tard, continue à sortir le taureau de l'étable qui avait plus du poids, mais il ne sentait pas la différence. Il pouvait le sortir de l'étable, aller le poser à l'extérieur, alors que le taureau avait 300 kilos. Parce que il avait plus l'habitude de le soulever, il ne voyait pas la masse monter tous les jours. Donc, c'est le même principe pour Cyril. L'idée, c'est de maintenir les déplacements, le footwork en base de tout. Donc, c'est quelques minutes, une trentaine de minutes de déplacement, histoire de maintenir la pliométrie basse sur les membres inférieurs. Cependant, on planifie de développer la force. Mais sauf que la force, quand on la développe, forcément, il y a une corrélation directe entre la structure du muscle, l'épaisseur de la structure du muscle et la force. On sait que quand un muscle est épais, quand un muscle est fort, il devient épais, ou quand un muscle est épais, il est fort en tout cas. Et donc, du coup, on sait que on va augmenter un peu la force pour améliorer la lutte et l'impact en lutte. La stratégie qu'on utilise systématiquement, nous, c'est de gérer la dépense énergétique. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup d'amener au sol de Sirigan avorter. Il arrive, il tente, il y a la moindre résistance, il laisse tomber. C'est le timing qui compte par l'énergie dépensée. Les gars pourraient se dire, mais c'est bizarre, il n'évolue pas en lutte, il n'arrive pas à faire tomber les mecs lourds. Mais non, c'est choisi, c'est voulu. Ça ne sert à rien de faire tomber un mec si derrière t'es cramé et t'as plus rien. L'idée, c'est de être efficient, efficace et économique en énergie. Donc, on sait qu'il est pas mal. Il avait 112 kilos alors que son adversaire avait 120 kilos. Mais il a géré en lutte à chaque fois qu'ils sont arrivés au clinch avec Derrick Lewis. On a senti qu'il contrôlait la chose, on a senti qu'il déplaçait, il avait les bras dessous tout de suite, il gérait physiquement, il est là, il tient la route, il n'a pas de problème. Cependant, pour le reste de la division, c'est bien de s'entraîner. C'est bien de s'entraîner pour le futur. Tôt ou tard, il va rencontrer Curtis Blade. Tôt ou tard, il va rencontrer... il y a des personnes assez lourdes dans la division, voilà. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher ce petit extra d'augmentation de force, d'autant plus qu'on a le temps. Et ça se joue en fait sur le temps. C'est que pour faire un cycle de développement de force pure et de soulever la charge lourde, on a besoin, déjà pour développer la force pure, il faut l'isoler à un moment donné. Bon. Et on a besoin de ce qu'on appelle les efforts maximaux. Pour faire les efforts maximaux, il faut beaucoup de temps devant toi pour récupérer. Parce qu'en gros, quand on développe la force, quand on développe, on a ce qu'on appelle une désadaptation de l'organisme, des adaptations, de ce qu'on appelle les adaptations périphériques, les muscles en gros, se fatiguent. Parce qu'on fait, je vous donne une idée, on fait 10 pompes et puis on est fatigué. Pour aller vraiment sur l'image du développement de la force, on fait 3 pompes et on est fatigué, en estimant que le maximum de répétitions qu'on puisse faire quand la charge est lourde et qu'on veut développer la force, ce soit 3 répétitions. Donc, on est sur ce qu'on appelle les efforts
maximum. Le lendemain, ce qui se passe, c'est que si on va rajouter 100 grammes ou 500 grammes à ce qu'on a fait la veille, bah, si on le fait le lendemain, on est fatigué, on ne peut pas le faire. On va attendre, je caricature tout, hein. On va attendre 2 jours après, il y aura une fatigue le lendemain, il y aura une surcompensation, l'organisme est intelligent, se réadapte à un niveau supérieur. Et là, il y a une augmentation de force parce que l'organisme se dit, OK, j'ai fait 3 répétitions hier avec 50 kilos, j'étais mort. Il faut que je fasse un effort, que je me réadapte. Quand je serai à 3 répétitions, je pourrais faire 60 kilos. Comme ça, je ne vais pas me faire avoir par semaine. Donc voilà comment l'organisme s'adapte pour dire. Et donc, on passe à un niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Pour avoir ça, il faut qu'on ait assez de temps, environ 8 semaines, voire 10 semaines, pour qu'on puisse aller sur ce qu'on appelle la force max. Maintenant, si on va sur très peu de temps, il est possible qu'au moment où on arrive sur le combat, qu'on soit encore sur des effets désadaptés du corps et donc du coup qu'on soit faible. Là, on a le temps parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de combat de Cyril avant le mois de décembre. C'est quasiment sûr. Il n'y aura pas de combat avant décembre. Donc, du coup, ça laisse un peu de temps pour développer la force. Et en parler, travailler sur les zones faibles comme la lutte, le grappling. Et donc, voilà ce sur quoi on a planifié tous ces derniers temps pour travailler. Est-ce que ça va le ralentir? Ça pourrait le ralentir si on ne faisait que ça. Mais en gros, une fois de plus, on va faire ça avec une volonté de maintenir de la mobilité sur les bras avec des drills de boxe, mais aussi de la pliométrie basse pour les membres inférieurs. Et ben voilà, du travail de pro. Avant, là une nouvelle fois je digresse, mais avant d'en venir au sujet principal de la semaine. Cette semaine, j'étais assez surpris, enfin la semaine dernière, par la sortie d'Ariel Helwani, donc qui est désormais indépendant Ariel Helwani, donc plus grand journaliste de MMA au monde. Max Kellerman d'ESPN aussi, qui est la grosse star d'ESPN, qui désormais a droit à son propre show, justement sur la chaîne ESPN, accompagné de Brett Okamoto, qui est un peu, si vous voulez, le remplaçant d'Ariel Helwani. J'ai l'impression qu'il y a une petite campagne pour un Ngannou John Jones directement. Et je voulais savoir, donc on en avait parlé nous dans le podcast, mais bien évidemment on n'est pas les principaux intéressés. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça, un, te surprend? Et deux, est-ce que tu trouves pas le timing un peu bizarre finalement? Parce que là, ce qui se dit, c'est, on fait d'abord ça, et ensuite Cyril affronte le vainqueur des deux. C'est pas, c'est vraiment ce que tu dis, la présentation elle est belle, ce sont des très grands journalistes qui essayent d'être influents sur le monde, mais encore une fois de plus, on perd la clairvoyance sur ce que c'est que l'UFC. On pense que l'UFC est une association loi 1901 où il y a des gens qui votent et puis on a élu Dana White et puis donc en association, en assemblée, on décide ce qu'on va faire. Non. L'UFC est une société à but lucratif qui fait son argent et qui décide de faire son business. Donc moi, quand il y a des rumeurs comme celle-là, j'envoie un texto à Hunter Campbell et je lui pose la question. Clairement, est-ce que John Jones est en pole position pour... Il me dit non. Il y a zéro inquiétude, il n'y a pas de... Je dis non, je ne suis pas inquiet, je veux juste savoir la planification pour mon gars que je planifie. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire qu'en gros, ça va venir à un moment donné. Oui, oui. Ah non, mais moi, c'est plus, en fait, au niveau... Que ça passe pas à John Jones et qu'on vienne éteindre la ceinture intérimaire qui est censée être que tu fais pour arriver sur le combat. Je n'ai pas de problème avec ça, dans le sens où, en réalité, on vient d'avoir un bébé dans notre famille, voilà quoi, on vient d'avoir Mona, la fille à Cyril. C'est le plus important, voilà quoi. Et donc, on est posé, on s'entraîne gentiment.
On prend le temps. Si ça veut combattre en décembre, ça combat. Si ça veut combattre en février, ça combat. L'idéal étant que ce soit à Paris. Donc moi, c'est ce que je fais dans l'ombre. En fait, ce que je fais dans l'ombre, c'est de travailler avec les vice-présidents du développement de l'UFC pour être sûr que ce soit à Paris. Ils sont chauds, ils travaillent dessus à mort. Maintenant, ils vont faire face à l'administration française sur certains sujets. C'est là où on travaille comme on peut. Ils vont faire face aux restrictions du Covid, même si je pense que c'est correct ce qui se passe. En gros, ce qu'on nous dit, l'État, c'est OK, si vous faites un événement et vous avez le pass sanitaire, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Donc, on peut le faire. Voilà, on verra comment ça va se passer en tout cas. Mais l'UFC a envie de le faire, très sincèrement, et l'UFC, pour le moment, je comprends, enfin, Mais tu la penses que position ça de... sort d'où, en fait, ça? Parce que personnellement, moi, je me suis dit vraiment, quand c'est sorti, je m'attendais à ce que, fort de sa performance, Cyril, tu vois, il y a une espèce de campagne qui se met en place, comme on peut le voir par exemple avec Vicente Luque, où là, il a fait une grosse performance contre Chiesa, et t'as l'impression que tous les médias, tout le monde là est en train de se dire, ok, Luque, ça peut être le prochain mec pour le title shot. Et je m'étais dit, pour bah, Cyril, ça allait un petit peu tout changer, que les gens allaient se dire directement, ça y est, c'est parti, il va avoir... c'est le cas. Euh, C'est le cas de tout le monde. ouais, mais pourquoi, du coup, est-ce qu'il y a ces discussions qui apparaissent C'est de... juste Ariel Awani. Et Max Peut... Kellerman, et Max Kellerman. Oui, mais Max Kellerman, tu penses que tu lui donnes quel poids sur le panorama médiatique du MMA? Ah, du MMA, pas énorme, mais on va dire globalement dans le sport, t'as Stephen A. Smith qui est tout en haut, et lui, il est un petit peu en dessous, et voilà. Bon, voilà. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que on sait pourquoi Ariel Awani est parti de ESPN. Mhm. En partie. Il parle de ESPN parce que mes ententes avec le boss qui met la pression à ESPN en disant je ne peux plus blairer ces mecs. C'est ça, Clairement. voilà. OK. De l'autre côté, Ariel ne va pas sortir comme ça. Bon, il est sorti, il nous explique que c'est magnifique. Il a trouvé un job à côté, il est bien, il aspirait à bosser pour lui-même, magnifique. Cependant, on sait que ce genre de truc apporte de la rancœur. Il y a de la colère, il y a de l'amertume. Et donc, cette amertume s'exprime, en fait. Depuis le début, déjà, même avant, tu as bien vu que dès qu'il y a quelqu'un qui va en opposition avec Dana White ou l'UFC, il a pour ami direct Ariel Awani. C'est automatique, c'est-à-dire que Ariel prend son parti tout de suite, c'est automatique. John Jones tient tête à Ariel Awani, Francis tient tête à Ariel Awani, À à l'UFC. Dana White, Francis tient tête à l'UFC. Ah, du coup, automatiquement, c'est quoi le métier d'Ariel Awani? Son métier, c'est d'essayer de parler pour la voix des sans-voix. De dire, OK, moi, je viens à la rescousse de vous. Je vais rejoindre David qui va battre Goliath. C'est aussi simple que ça. Donc, ça a tout un sens. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, là, Ariel Awani, il m'a appelé pour interviewer Cyril Gann aujourd'hui. Ah, ben pour le retour de DMMA Hour, son émission phare. Voilà. Donc, il va l'interviewer aujourd'hui. Ah. Et donc, du coup, j'ai briefé Cyril dessus en lui disant, bon, voilà, tu sais c'est quoi les positions, tu sais c'est quoi, quelles sont les questions qui vont venir vers toi seront qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est pas normal, le combat le plus vendeur, c'est... Mais non, écoute le grand public, écoute tous les journalistes, moi je te parle de tout le monde, de tout le peuple, la grosse masse des journalistes ricains, ils sont convaincus que dorénavant, le combat vendeur, c'est celui-là. Et je te dis encore, Dana White, Hunter, Mick Menard, ceux avec lesquels moi je parle, disent ne bougez pas. Attendez voir ce qu'on vous donne la date bientôt. Il y aura combat. C'est sûr. La rumeur de John Jones, pas avant 2022. Pour nous, on est pas au courant de ce qu'il dit. Donc, je comprends qu'il y a une campagne qui dit tiens, c'est le combat qu'on voulait voir. Effectivement, ça avait un sens quand Cyril était encore sur Volkov. Après Volkov, bon. Et puis, les gens continuent à lutter pour la symbolique, très sincèrement, parce que quand tu penses bien,
qui devait combattre pour le titre Undisputed. À la base, ça devait être donc Derrick Lewis contre Francis. Ok, stop. Qui devait combattre Derrick Lewis? On est d'accord ou pas? Francis, nous sommes d'accord. Derrick Lewis contre Francis. On est d'accord que ça, c'est ce que même le champion Francis valide. Il a validé, il était d'accord d'affronter le mec. Parce que c'est un mec qui a battu beaucoup de gens et parce que c'est un mec qui a battu Francis lui-même. Donc, légitime comme jamais. On est d'accord. OK. Cyril arrive, on a des doutes sur lui, il vient de faire une grosse performance. Comment on a des doutes avec un mec qui frappe comme ça? Et on a des doutes parce que ce mec-là est en lice pour faire la compétition Undisputed, le vrai titre, le seul et unique titre. Tout le monde l'a validé. Ils sont quasiment d'accord pour s'affronter. Francis et lui. Bon. À ce moment, Francis, ni personne d'autre ne dit, les gars, je veux juste John Jones. Il n'y a personne qui dit, les gars, je veux Stipe, il est classé numéro 1. Il n'y a personne. Ils sont d'accord que le combat à faire, c'est celui-là. C'est Derrick Lewis, le tueur à gages qui a le record mondial de tous les KO à l'UFC. On veut le mettre contre Francis, une autre machine à KO. On est d'accord jusque-là. Arrive Cyril qui va marcher complètement sur celui qui était l'élu. Oh la hype. Bon, à la fin de ça, tu dis quoi? Enfin, tes promoteurs, tu dis quoi à la fin de ça? Donc, encore une fois de plus, quand on a commencé ce projet, quand Dana White a commencé ce projet de ceinture intermédiaire, c'était quelque chose qui était, comme les grands projets arrivent souvent, impensable. C'était, non, c'est pas possible. Comme Schopenhauer disait, c'est impossible. Les grandes inventions, les grands projets, c'est toujours un mot, mais non, c'est impossible. Vous êtes fou, vous êtes malade. À la fin du truc, il y a tout le monde qui dit, c'est l'une des cadres, l'UFC 265, c'est l'une des cadres ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne carte comme celle-là. On est d'accord dessus, que la carte a été une tuerie et que le main event a été une dinguerie. On est d'accord. Performance de la soirée pour Strigan, on est d'accord. Bon, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que le truc s'est vendu tout seul. On arrive à la fin. Dana White n'a jamais été fier d'un projet comme ça. C'est que je l'ai vu fier d'un projet comme ça que quand il a fait Fight Island et que tout le monde du MMA s'écroulait et qu'il était fier de dire je l'ai fait. Bah, c'est la même chose à la presse conférence de l'UFC 265. Dana White était tout excité comme une puce. Et encore une fois de plus, Ariel Helwani n'est pas son... Il n'est pas partenaire. Il n'est pas actionnaire de l'UFC. Je ne suis pas actionnaire de l'UFC. Francis n'est pas actionnaire. Personne là, on parle pour rien dans le vent. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas la FIFA, non, c'est une société privée. Si tu n'es pas content, tu vas faire ta société, tu fais tes règles à toi. La preuve, c'est qu'ils ont fait une ceinture qui s'appelle BMF. Une ceinture venue de nulle part. Tout le monde a validé, on est content, on a une ceinture qui se balade, qui s'appelle BMF. Ils pourraient faire une ceinture caca, que tout le monde serait content, une ceinture caca, qui n'a pas le choix, c'est l'organisation, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, faut le capter ça, que ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent mettre une ceinture qui s'appelle, je sais pas moi, kebab, ceinture kebab, on met, et puis tu peux rien faire. C'est comme ça, c'est une organisation à but lucratif qui voilà, qui avance fait des trucs, petit à petit. Mais non, c'est pas petit à petit, c'est pas petit à petit, qui avance à pas de géant. C'est-à-dire que le delta entre eux et le numéro 2, il n'y a pas photo. Bah d'ailleurs, il y a eux qui sont clairement numéro 1 et pas mal qui se battent pour le statut de numéro 2. C'est ça. Voilà. Mais de loin, c'est-à-dire que le delta, enfin, voilà. Donc, on est en train de donner des leçons de gestion de promotion à une organisation qui est là depuis 20 ans et qui a battu tous les records et qui est le benchmark de tout le monde. Benchmark loin, loin, loin. Il y a toujours des gens qui arrivent et qui disent oui, il a fait ça, c'est pas normal. Oui, il a mis ça, c'est pas... Mais de quoi vous parlez? Enfin,
Je comprends pas. J'ouvre ma société, je répare des téléphones et tu viens me dire, mais oui, mais pourquoi tu répares que des coques iPhone? Pourquoi tu me fais pas d'Android? Mais qu'est-ce que tu as? Je fais ce que je veux. Eh oui, bah en tout cas, donc on se dirige vers Francis contre Cyril. Maintenant, le gros sujet du jour, enfin de la semaine, c'est la communication. Donc vous le savez quand vous regardez les réseaux sociaux du MMA Factory, de Fernand lui-même, tu as l'air, en tout cas, d'être l'un des rares, et même avec tes athlètes, dans les quelques interactions que j'ai pu voir, ou même ce que vous avez pu capter, justement. Là, il y a eu pas mal de retours là-dessus, et j'ai trouvé ça assez intéressant dans le reportage de Rust sur la Fight Week de l'UFC 265. C'est le moment où, justement, Cyril fait ses interviews en anglais, et toi, que t'es juste à côté, t'as tes notes, et à chaque fois, tu dis, justement, là, sur ce mot-là, il aurait peut-être fallu que tu utilises un autre vocabulaire, ou que là, justement, à un moment, tu dis, justement à ta manière aussi, t'as un petit peu la flemme là. Et justement ensuite Cyril se reprend pour les autres interviews, dire qu'il faut faire 15 minutes de préparation. Enfin on a vraiment l'impression que toi, t'as compris, donc je ne sais pas depuis quand tu vas nous le raconter, hein, mais que le sport, ce qui se passe dans la cage, c'est très important, mais ce qu'il y a en dehors, l'est tout autant. Et là aujourd'hui on est dans un monde où c'est vrai, avec la normalisation du MMA en France, il y a tout un tas d'acteurs qui arrivent, qui n'ont peut-être pas tout ça, et toi ton modèle peut-être un petit peu plus américain, bah fait ses preuves et fait un peu, je trouve, en tout cas à mon sens, la différence, en tout cas en France, où toi t'as vraiment, t'en parlais aussi dans le reportage, ton écosystème, où là c'est ultra chiadé, et c'est vrai, ensuite, d'autres organisations ou d'autres acteurs qui sont peut-être moins structurés. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi déjà, quand est-ce que t'as compris cette importance-là quand même de la communication, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux? Oh là là, ça remonte à très longtemps. Ça remonte à probablement 2007, 2006, Il s'est passé enfin, quelque chose. il s'est pas passé. Il se trouve juste que euh, j'ai vécu une petite partie de ma vie à Chevy Chase, à DC, à Washington, et que j'ai aimé la violence enfin, je suis pas culture américaine, hein, mais la violence et l'agressivité de la communication étaient impressionnantes. Du coup, quand je reviens à Paris et que je commence les combats des MMA Pro, à l'époque, mes amis et mon entourage se moquent de moi parce que sur mes t-shirts, j'avais mon site internet c'était marqué dessus fernandlopez.com sur mon short et mon t-shirt. Et en gros, le réflexe qu'avaient les collègues de mon milieu, les Français, c'était, mais t'as peur que ton t-shirt il se perde ou quoi? Tu mets ton nom partout et tout, mais tu t'aimes trop, toi. C'était un peu ça. Alors qu'à l'époque, moi, j'étais encore étudiant, mais je me faisais déjà des sous en cours particulier à mort parce que les personnes qui me voyaient combattre sur les petits événements allaient sur mon site, fernandlopez.com, hyper facile. Et du coup, m'écrivait des messages en privé. Salut, je suis un tel, je t'ai vu combattre et tout. Est-ce que je pourrais faire un cours particulier avec toi? Du coup, mon carnet de coaching s'est salement amélioré très rapidement. Alors qu'il y a des personnes qui beaucoup plus cotées que moi, beaucoup plus connues, mais qui n'avaient pas ce sens-là de se dire, il faut peut-être se faire connaître. Donc, très rapidement, j'ai toujours su que c'est bien d'avoir du savoir-faire, de connaître, mais ce serait bien de se faire connaître aussi. Et c'est ce principe-là sur lequel je joue. Maintenant, ensuite, quand tu as compris ça dans un premier temps, tu commences à éduquer les gars très jeunes dessus sur la com. Je, je, mes athlètes, très rapidement, ils n'aiment pas la com, mais je leur donne le goût de la com tout de suite. J'en parlais encore avec Nassoudine il y a quelques jours. Mais voilà, je leur donne le goût de la communication tout de suite en disant, bah, c'est ton gagne point, t'as pas trop le choix. C'est surtout que ça va te jouer un sale tour si tu as esquivé la com. Quand tu arrives sur le title shot, tu es mort. Tu n'as pas le choix, tu dois prendre le combat et l'UFC te submerge. Dans le cas de Cyril, par exemple, on a tellement parlé de ça en amont, on a tellement donné la liberté à quasiment tout ce qu'il y avait comme médias décents
parce qu'il faut aussi choisir les médias. En gros, euh, la règle que je me dis en tant que manager, c'est je me trouve un benchmark, un modèle qui pourrait être ce que je considère comme étant le correspondant de mon athlète. Mhm. Je me dis, bon, Zidane, c'est une personnalité bien. Il est correct, il a une image assez décente et je me dis, quand je suis invité sur tel plateau de télévision, est-ce que Zidane sera allé sur ce plateau de télévision-là pour son image? Même si je ne suis pas attaché de près, c'est que je ne maîtrise pas tout, je me pose la question, est-ce que quelqu'un qui a envie d'avoir une image assez propre, correcte, pourrait aller dessus? Même si ça pète en termes de clics sur la toile, même si c'est... Voilà. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie que Cyril Gann ait ce côté populaire, très populaire, au point où, en termes d'image et tout, que ça chute sur sa côte? Donc, je vais lui donner beaucoup de médias pour qu'il s'habitue aux médias, afin que quand on arrive sur le titre, qu'il ne soit pas débordé. Ce sont des erreurs que j'ai faites dans le passé et que je corrige. Je me débrouille pour qu'il soit, en gros, OMM Factory. On n'est pas au courant quand il y a les caméras. Il peut arriver qu'il y ait 18 caméras dans la salle, qui marchent sur le tapis, qui bougent avec nous, mais tu te rends compte que les jeunes, ils n'en ont rien à... Ça ne les touche même pas parce qu'ils voient ça tous les jours, c'est une habitude pour eux, du coup ça ne change pas la nature, ça ne les rend pas plus agressifs, ça ne les rend pas plus gentils, ils font leur vie, quoi. Et c'est dans ça que je veux qu'ils baignent parce que du coup ça leur fait du media training, ça les met pas mal à l'aise quand il y a des open workouts. Voilà, grosso modo, voilà. Il y a très tôt j'ai compris ça et c'est ce qui nous a aussi mis sur les, on va dire, ce qui nous a aidé à faire de la croissance rapide avec le CrossFit à l'époque, puis le MMA Factory par la suite. Est-ce que tu t'es retrouvé toi dans des situations où justement, et c'est ce qui t'a peut-être dit, bah il faut que j'accélère là-dessus, où l'un de tes athlètes s'est retrouvé dans une situation défavorable parce qu'il avait péché dans la communication justement? Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est les gars ne le savent pas, mais même en fonction des origines, les gars étaient blacklistés en fait. Ok. Avec moi, par exemple, à un moment donné, les frères Imavov, Dagir Imavov et Nassoudine Imavov, j'ai essayé de les placer. J'ai tout donné pour les placer au Keshwaya à un moment donné parce que je me disais, bon, Graham, qui est le boss du Keshwaya, viens, on fait un arrangement. Les gars, ils montent, c'est sûr, ils vont tabasser du monde dans ton regard, mais ils vont prendre des ceintures et je vais partager le management avec toi. T'inquiète pas, tu peux, il a sa société de management avec laquelle on a partagé quelques gars et il te disait juste, mais t'es fou en fait de manager ces mecs-là. Je dis, mais comment ils sont bons? Il dit, justement, ils sont trop bons. Ils vont arriver, ils vont tabasser du monde dans des Anglais, sauf qu'ils ne communiquent pas, ils disent rien. Enfin, moi, j'ai des petits gars comme Pimblet et tout ça, ce sont des bons bâtonniers qui communiquent. Tu viens avec des gars qui ne sont pas connus du tout, qui ne vont pas vendre l'étiquette, qui ne vont pas vendre la fight card, qui ne vont rien vendre, qui arrivent, qui tabassent mes gars, et ils sont là avec des ceintures sans, et ils ne font rien. Et donc, j'ai eu pas mal de refus comme ça, et ça m'a un peu guidé en me disant, OK, c'est vraiment une plaque tournante, c'est quelque chose de capital. Que si je ne règle pas ce problème en amont, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on voit bien que même si Dagir, il est moins communicant que Nassoudine, on voit bien que Nassoudine communique beaucoup plus avec, il s'exprime beaucoup mieux, que ce soit des journalistes ricains, que ce soit des Russes, que ce soit des Français, il s'exprime de manière naturelle, avec des traductions quand il faut, mais il est là. Voilà, je sais que j'ai toujours été dessus à prendre tous les détails en amont. Quand je peux, j'ai des collègues
J'ai des assistants hyper forts. Jason, par exemple, salut Jason, on the water. Il va recruter, quand on fait les démarches d'aller chercher les journalistes qui vont faire les interviews, euh, il va aller chercher les interviews avec des consignes simples. Euh, Va trouver regarde sur les réseaux sociaux. Des fois, il me pose la question, je prends quoi comme interview? Je pense qu'il y a comme interview. Ensuite, quand tu les as, je vais te donner les critères, pourquoi tu les choisis ou pas. Et ensuite, je lui ai demandé, tente toujours de prendre toutes les questions en avance. Pas parce que je veux pas chercher du boulot pour les gars, pas parce que je veux, mais juste que je souhaite les rendre beaux sur la com. Si je veux les rendre beaux sur la com, autant préparer en amont les questions. Parce qu'au-delà de la réponse, qui doit être une réponse authentique de la personne avec sa signature authentique, il y a des notions géopolitiques qu'il faut capter. Il y a un petit jeune combattant qui vient d'arriver, tu vois, je te parlais par exemple de Cyril qui va aller faire une interview avec Ariel Awani. Il arrive, il est naïf, il va se poser et Ariel va l'amener dans un show bizarre, celui qui allait dire de faire du bashing sur l'UFC. De dire oui, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est pas bien ce que l'UFC a fait, nanana. Bon, toi, tu es naturel, tu es avec un mec devant toi, tu sens de l'empathie, tu n'as pas envie de le contredire, mais sauf qu'il te met en danger. Toi, ton boulot, ton métier, c'est combattant de l'UFC. Ton patron, c'est l'UFC. Ton boss, c'est Dana White. Les mots doivent être choisis pour communiquer avec lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme moi dans l'équipe pour filtrer et dire, OK, attention, voilà le type de réponse qui va venir, des questions qui vont venir de la part d'Ariel Awani. Voici le type de réponse que tu devrais donner. Ne rentre pas dans des jeux assez compliqués et trop politiques pour toi. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a déjà, à contrario, des interviews que toi tu as pu faire, ou justement qu'un de tes athlètes a pu faire, et où tu t'es dit à la fin, oula, on n'aurait pas dû accepter ça. Parce que certes, comme tu l'as dit, t'as ton benchmark, tu acceptes un certain nombre d'interviews, mais après, c'est aussi un... Enfin, à chaque fois, tu te mets pas en danger, bien évidemment, mais il y a un petit risque quand même. Bon, je pense que vous le savez comme moi, ce que on reçoit le marché de l'offre et de la demande. Moi, en tant que manager, je vais chercher le maximum de visibilité pour mes gars. Je vais chercher les interviews qui peuvent les mettre en avant. Euh, la règle que je donne à mes gars, Jonathan, Jason, qui bossent pour la communication et qui sont des attachés de presse pour nous et qui vont chercher les médias, c'est de dire, quand vous cherchez un média pour un gars de la salle, vérifiez que sur le média soit passé déjà avant vous quelqu'un de très connu au-dessus du gars, du niveau de gars de la salle. Mmh. C'est l'indicateur que vous n'êtes, c'est le média qui vous donne la force, c'est pas vous qui lui donnez la force. Parce que dans toute négociation, il faut savoir se positionner. Il faut savoir ce qu'on vaut sur un marché. Si on ne sait pas ce qu'on vaut, on négocie mal en général. On arrive et tout, on nous dit, tu vas combattre sur un reste et tout, tu peux, va négocier. Bah, si tu es un petit manager, tu viens d'arriver, tu dis, bon, j'ai mon gars, je vais combattre sur un reste, j'ai besoin de 30 000. Bon, le mec, quand il te dit ça, tu sais qu'il ne connaît pas le marché. Il n'est pas au courant. J'ai, En tant que matchmaker, j'ai deal très rapidement avec des personnes qui sont Rubisson, par exemple, qui est matchmaker à l'UFC. Je prends un exemple sur lui, qui est manager à l'UFC. J'allais dire, je prends un exemple sur lui. Nos discussions en deal, le mec, il doit avoir 420 mecs à l'UFC. Nos discussions en deal durent 30 secondes, montre-moi. Hey, buddy, what is your next day? C'est quand ton prochain combat, on squeeze le bonjour, hein, on suit les politesses. Salut man, c'est quand ton prochain jour de combat? Bah, c'est tel jour. Ok, j'ai tel. Ok, je vais te prendre tel et je vais lui donner 7 000 euros. Ok, magnifique, good, envoie le contrat.
Le mec, c'est un tueur à gage, il perd pas le temps. Parce qu'il sait valoriser quel niveau on est. Et ce qu'on a comme problème, ce qu'on ne sait pas valoriser. La première des choses, qu'on ne sait pas ce qu'on est déjà. Je prends le cas d'Ariel Awani puisqu'on est dessus. Ariel Awani n'interviewe pas des personnes qui ne sont pas sur le titre ou qui ont déjà fait le titre ou qui ont un grand nom à l'UFC. Parce que par principe, il n'a pas le temps, il ne peut pas faire ça. Joe Rogan n'interviewe pas n'importe qui. Quand il interviewe quelqu'un qui est moins bankable, il regrette rapidement. Il voit que ses stats, ça chute à mort. Le sportif, le combattant a de la performance sportive. Il ne veut pas faire chuter ses stats. S'il prend n'importe quel préparateur physique, ses stats chutent. Le communicant ne veut pas faire chuter ses stats. Guillaume de la sueur ne devrait pas faire chuter ses stats. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'est pas assez bon en com, tes stats chutent et toi, tu as envie d'être performant. Donc, au moment où j'attaque Ariel Awani et pour lui demander de faire l'interview de Cyril Gane après le combat de la Corée, je suis au courant. Je ne peux pas aller voir Ariel Awani et lui dire mais non, mais c'est quoi ça et tout? Tu n'aimes pas mon gars? Pourquoi tu as interviewé tous les autres gars de l'UFC? Mon gars, tu ne l'as interviewé jamais? Non, je ne suis pas une association sportive publique à but. Je suis pas un truc comment ça s'appelle? Je suis pas là d'utilité publique. Je ne suis pas là pour aider les gens. Moi, Ariel Awani, mon podcast, c'est un business. Moi, Joe Rogan, mon podcast, c'est un business. J'ai signé un contrat de 100 millions avec Spotify. Spotify parce que je vaux de l'or et que sur mes plateaux, j'ai fait venir des personnalités. Et ça vaut à toutes les échelles. Je ne devrais pas être en train de me justifier en dire, on ne peut pas se justifier chez moi en disant, oui, Fernand, oui, je vais venir, c'est juste que laisse-moi un peu le temps, je vais interviewer tel de Marseille, ensuite je vais interviewer. Non, 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 il n'y a pas le temps pour ça. Non, c'est l'offre et la demande. Moi, je le sais, j'attaque et je dis, OK, Ariel, je sais que le gars, il est tout nouveau, il n'a que 2 combats à l'UFC, mais je te promets, c'est le futur. Je te promets, Fernand, arrête, tu le sais, je peux pas, tu sais, machin, s'il te plaît, machin, je négocie comme je peux. Voilà, on s'arrange et tout, parce que il y a toujours, j'essaie de comprendre ce dont il a besoin, qu'est-ce qui peut l'aider, moi, je lui donne des choses, enfin, voilà, finalement, il me dit, OK, je vais la faire l'interview. Il fait l'interview avec Cyril. Effectivement, c'est surprenant. Les gens sont là en mode, mais c'est pas possible, ce mec vient d'arriver à l'UFC, comment il fait pour parler avec Ariel Awani? C'est comme ça. Mais attention, à la fin de l'interview, il le ressent tout de suite, les statuts. Ariel Awani, c'est pas d'ici. Tu as interviewé Sylviane, c'est d'ici. Tu as interviewé Sylviane, tu es content, mais tes stats ont chuté. Moi, j'ai gagné dans la négociation. Cependant, il ne faut pas faire ça très souvent parce que tu perds dans les calculs en tant que journaliste. Parce que c'est la même chose de l'autre côté. Moi, de l'autre côté, il m'est déjà arrivé de me faire avoir. Un jour, je me suis fait interviewer par un mec qui s'est présenté en disant qu'il travaillait pour un grand magazine, je ne sais plus quoi, mais une tuerie. Ok. Et il a dit donc du coup, je me suis lancé, j'ai fait l'interview. Et ensuite, il a posté le truc. Ok. Il a posté le truc. 3 jours après, il y avait un commentaire. Il y avait le mec, mais même je pense que c'était un fou. C'était pas un mec normal. Enfin, il m'a fait une belle interview avec un podcast et tout. Mais c'était un mec qui débutait son truc qui était bon. Tu te rends compte que tu t'es planté. Il y a des débutants, t'as pas surveillé, t'as pas vérifié. Donc aujourd'hui, j'ai mon benchmark. Je ne peux pas le faire tout le temps. Ceux qui m'assistent savent que la personne te contacte, tu demandes ses réseaux sociaux, tu demandes son site internet, tu vas regarder ce qu'il vaut et tu lui donnes l'opportunité de discuter avec. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas des shout-outs. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas la force à des personnes qui te paraissent utiles, mais tu le donnes en connaissance de cause. Tu choisis de dire, j'ai envie de donner un coup de main.
Euh, je sais pas moi, il y a des... Récemment, j'ai été interviewé par un média, un mec pareil qui me dit qu'il est de la BBC, qui veut m'interviewer et qui veut interviewer Benjamin et qui veut investir. C'est beau la BBC. BBC, c'est génial, magnifique. Sauf que lui, il a travaillé à la BBC, mais il ne travaille plus à la BBC. Au moment où il fait son interview, il fait pour lui son compte à lui. Donc, je, je lui dis, donne-moi tes comptes, donne-moi ce que tu as, donne-moi ton YouTube, machin, je regarde et je vois que c'est claqué. Je fais un sourire et je lui dis, OK, on va faire l'interview, c'est pas grave. Il me dit, mais vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu très peur quand tu m'as demandé les réseaux. Ça me touche que tu comprennes ma situation, mais je lui dis, je l'ai compris. Tu as besoin d'être lancé. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai voulu qu'on me tende la main. J'ai eu la chance que les gens m'ont tendu la main. Non, je n'aurais pas avancé dans ma vie. Et des fois, j'ai envie de tendre la main aux gens. Par exemple, il y a un podcast qui monte très fort en France que je kiffe et dont j'apprécie beaucoup le jeune qui le fait, c'est Boulox, qui fait le podcast de Ebi Show. Bah, voilà, c'est mon petit, je l'adore et je lui donne la force. Je peux aller suivre son podcast, liker, abonnez-vous, faites ce que vous voulez dessus. Je lui dis, il m'appelle quand il veut. Il m'appelle quand il veut, il peut m'interviewer quand il veut parce que c'est bien de donner la force à des personnes qui sont pas encore, qui n'ont pas encore percé. Voilà, c'est bien de faire ce qu'on appelle son pro bono. Quoi qu'on fasse, il faut qu'on ait chacun un pro bono, quelque chose qui est fait gratuitement pour aider, voilà. Moi, ça me fait plaisir de savoir que si je peux lui apporter, je peux lui ramener l'ascenseur et ça peut lui donner un peu de lumière et tout. Je sais que pour le coup, le rapport, c'est moi qui lui apporte la lumière, lui qui m'apporte, mais c'est pas bien grave. Je suis content de pouvoir lui rendre service parce que je sais qu'il est débutant, il n'a pas le niveau de la sueur. La sueur, c'est bon. En Aïe, France, aïe, aïe. c'est bon, voilà quoi. On va pas dire le contraire, c'est-à-dire que ça va. Je suis honoré voilà, d'être là et donc voilà, dans toute négociation, il faut savoir juste se caler. Est-ce qu'on est la manière dont vous allez demander, je suis sûr que tu fais ton gentil et que tu ne le dis pas, mais je suis sûr que dans ton cas, tu as déjà eu des situations où tu te fais chahuter parce que tu n'aurais pas interviewé un tel ou un tel. Et bah, je ne sais pas comment tu gères ça, mais moi, euh, quand je suis euh, quand je suis interpellé par ce genre de trucs, j'aime dire la vérité à mes athlètes. Quand j'ai un athlète qui me dit oui, mais comment ça se fait là, j'ai pas beaucoup de communication sur moi et tout. On parle d'un tel. Je justifie clairement en disant c'est l'activité qui valide si on parle de toi sur les réseaux sociaux officiels du MMA Factory. Quand c'est ton tour, quand c'est ton temps, on parle de toi. Il y a pas, nous, on a intérêt à parler de tout le monde qui a une activité. Si tu n'as pas d'activité, à part te souhaiter un bon anniversaire, je ne vais pas juste parler de toi. Voilà, si tu fais un bébé, ben, je vais annoncer, si c'est officiel, je vais annoncer que tu as eu un bébé. Si tu fais ton anniversaire, je vais le dire. Si tu as une actualité que tu as combattue, je vais demander à ce que les committee managers s'en occupent. Mais il faut avoir cette honnêteté. Il ne faut pas dire aux gens, oui, non, mais t'inquiète pas et tout. Après, ce sera à ton tour. Je vais faire assez. Non, du coup, tu te perds. Il faut que ça ait un sens, que ça. Et ça éduque les gens à comprendre que quand tu vas à l'UFC, tu arrives, tu t'assois au début, on ne te calcule pas. Sur les premiers combats avec Cyril, on arrive, on ne calcule pas, quoi. Et on prend les common events, on les filme la descente du bus, on filme machin. Et quand tu es un mec intelligent, tu sais que c'est pas mon tour, c'est tout. Et puis là, c'est son tour, bah, ça fait 4 combats où à chaque fois, on débarque en limousine, on est suivi, on est filmé, on est machin. Voilà, chacun son tour. Et quand ton tour il est passé, c'est quelqu'un d'autre qui arrive.
Quand tu as compris les règles du jeu, tu joues mieux. Si tu ne comprends pas les règles du jeu, tu es perdu et tu en vas à tout le monde. Oui, mais pourquoi vous m'avez pas interviewé? Oui, mais non, je suis pas là. J'ai une société, je fais de la communication, je suis un média. Je peux pas me permettre de communiquer comme ça. Et que, on revient de Houston, on a notre Siligan, bah, j'aimerais qu'il passe au plateau de 20 heures avec la ceinture parce que le titre intérimaire, c'est quelque chose de décent et c'est bien pour la France. Mais les gars vont me dire non, vous êtes gentils, les gars. Il y a Lionel Messi qui vient de rentrer à Paris. On est un peu concentré dessus. Il y a la ministre qui revient de Tokyo pour les Jeux Olympiques. On est un peu concentré dessus. On va attendre un peu, ensuite on va vous appeler. C'est juste une affaire de offre et de demande. Quand tu as capté ça, tu gères mieux tes négociations. Et pour toi, qu'est-ce qui fait justement que aujourd'hui t'arrives à analyser ça extrêmement froidement? Tu dirais que c'est le fait aussi d'être, on va dire, d'être dans le grand bain depuis un certain temps avec l'UFC, qui fait que toi t'es complètement calme par rapport à la situation et tu te dis justement, je vais attendre mon tour. Et là, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, quand il y avait Nassourdine qui était justement sur sa montée avant l'UFC, il y avait peut-être beaucoup moins de médias qui s'intéressaient à lui. Comment est-ce que ça se passe, toi, quand justement tu gères ça avec tes athlètes qui vont peut-être dire ouais, mais pourquoi y a un tel qui va avoir plein de demandes d'interview et puis moi je suis là, j'ai fait un gros combat et malheureusement personne ne veut m'interviewer pour l'instant. Je suis persuadé que la clé de tout, c'est la justice. Quand il y a l'explication et que c'est justifié, tu as fait ton boulot. La personne, elle a l'intelligence, elle capte. Elle n'a pas l'intelligence, elle va dans la connerie. Parce qu'elle se rebelle toute seule pour rien. La personne, elle est futée, elle capte. Moi, on vient d'arriver. Oui, mais pourquoi nous avons un vieux bus? Pourquoi nous, on n'a pas une voiture privée, une bonne voiture? Bah, parce qu'on est encore personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas quelqu'un. Il faut continuer à travailler. On va probablement y arriver. Donc, c'est toujours le même principe. Moi, je préfère ça. Au début de ma carrière, j'ai eu des moments où j'étais un peu à vouloir faire plaisir tout le temps. Et maintenant, je vais super vite parce que matériellement, j'ai pas le temps. Donc, je vais très vite. Des parents arrivent à la salle et me disent, bon, j'ai tout mis. Mon fils, il a 21 ans. Je fais qu'il arrête les études. Moi, j'ai l'argent. Ne vous posez pas de questions. Je mets tout. Il s'entraîne tous les jours. Vous me dites quel préparateur physique, machin. Je vous paye un coup particulier. Je veux qu'il soit champion de l'UFC. Oh, et non, on attend 2 secondes. Comment ça, on attend, machin? Non, non, non. Je vais pas le mettre avec les pros. Je vais le mettre avec les amateurs. Je vais observer ce qu'il fait avec les amateurs. Éventuellement, je vais vous dire, mais n'arrêtez pas les études pour lui. Mais comment ça, on n'arrête pas les études? De toutes les façons, même si c'est un génie, il faut toujours prévoir ce qu'on appelle le double projet. Donnez-lui un métier à côté. Laissez qu'il fasse ses études. Et de toutes les façons, cognitivement, la logique aide au MMA. Plus tu es bon en mathématiques, plus tu peux être bon en MMA parce que tu captes vite et que tes synapses connectent vite pour les problèmes que tu dois résoudre. Donc, laissez-le à l'école. Et tu observes le gars, boum, 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 il s'entraîne. Le gars, à 20 ans, il y aura plus une grosse marche d'évolution. Tu le sais. Tu le sais quand il ne perd pas le sang. Et quand il perd son sang-froid, quand il est dans les émotions, quand il n'est pas bien et tout, bah, j'ai pas envie de perdre de temps à ces parents-là. Je viens et je donne une nouvelle qui est une mauvaise nouvelle, comme un médecin le fait. C'est pas qu'il n'a pas le cœur, le médecin. C'est qu'il s'est dit, j'ai pas le choix. Il faut bien que quelqu'un annonce la mauvaise nouvelle que cet enfant ne va plus marcher dans sa vie, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte la nouvelle nouvelle. Bah, de la même manière, je viens, je dis aux parents, bon, je suis désolé. Votre fils, il n'est pas fait pour, il va pas être champion de l'UFC. Vous ne pouvez pas en faire un métier. Il va même pas être champion de quelque chose. C'est pas, il aime beaucoup ce qu'il fait. Ça se voit qu'il kiffe ce qu'il fait. Mais il n'a pas les compétences pour devenir champion. Maintenant, je vous le donne comme information. Si vous voulez vous entêter, c'est votre choix. Si vous voulez aller voir notre prof pour le faire, faites-le. Je veux être, en mon âme et conscience, être sûr que je vous ai donné la bonne conduite. Ce gosse, dans le max du max, va être champion de France de quelque chose. Et il va pas être champion d'Europe. C'est pas possible. Et puis voilà. Et puis,
c'est comme ça, malheureusement. J'ai eu un gars qui m'a appelé récemment. C'est marrant parce que c'est un cas social, mais avec lequel j'ai kiffé la conversation. Le mec, il me persécute, il m'envoie des messages incroyables avec des vidéos. Bonjour, Monsieur Lopez. Monsieur Lopez, je suis hyper fan de vous, Monsieur Lopez. Je vous jure, je peux être champion. Monsieur Lopez, je suis très, très fort. Monsieur Lopez, je vous promets, j'ai 125 kilos. Je suis une brute, je suis grand, je suis machin. Mais j'ai galéré dans ma vie et je sais que je peux être champion. Donnez-moi ma chance, je vais être champion. Je sors de prison, j'ai fait une longue peine. J'ai fait quasiment 8 ans de prison, mais je suis libre, je suis prêt, je suis bon, je suis machin. Bon, le profil est très compliqué. Je me rappelle, j'ai fait écouter les messages à mes amis, ils en rigolent, ils disent, t'es un fou, t'écoutes tous les messages, tu réponds à tout le monde. Je dis, mais si je peux lui donner une petite lueur d'espoir, un feu dans sa tête, une flamme dans sa tête, ça peut éviter qu'il fasse une bêtise. Et donc, du coup, je vais lui dire de venir à la salle. Il me dit, je vous promets, je vais me débrouiller pour mettre des sous de côté. Quand je peux, je vais vous payer. Je dis, non, c'est pas ça le problème. Je peux venir à la salle, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas besoin de payer. Mais j'ai envie de te voir t'entraîner. Et donc, il s'entraîne. Et je me rappelle, Benjamin arrive, il dit, c'est qui le grand là-bas au fond? J'ai dit, c'est le mec dont je t'ai parlé. Il éclate derrière. Il me dit, mais c'est pas possible, il peut pas. Donc, le gars était balèze, mais il avait ces réflexes qu'on a quand on a peur des coups. Le gars, en face, il bougeait un peu, bah, il bloquait dans le vent, il était perdu. Du coup, il s'essoufflait vite, du coup, il était fatigué, il était très, très fatigué. Au bout de 3 minutes, il a arrêté. J'ai dit, non, on n'arrête pas, on continue. Ah, je le poussais un peu pour voir un peu ses limites et tout. Et donc, bon, voilà. Évidemment, il arrête l'entraînement avant la fin. Je lui dis, c'est pas grave et tout. Il va investir, il vient, il dit, alors, Monsieur Lopez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je lui dis, alors, mon ami, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Il me dit, je suis une catastrophe. Hein. Ah, je dis, bon, voilà. C'est la vérité. J'ai pas envie de te mentir. Tu peux pas faire de ça ton métier. Je t'ai demandé comment tu vas faire pour payer ton transport pour venir de chez toi ici. Tu m'as dit, tu as trouvé un petit métier comme magasinier, comme machin. Continue à faire ce que tu fais. Si je te dis de lâcher ton métier pour faire le métier de MMA, je suis un grand mytho et je t'aurais cassé ta vie. Fais pas ça. C'est vraiment pas possible. Maintenant, pour la vie associative, tu peux venir à la salle, tu peux faire du loisir, tu peux t'intégrer avec les gars, il n'y a pas de problème. Mais je te conseille pas de prendre ça comme métier. Et je pense que c'est de cette manière froide qu'il faut pouvoir parler aux gens dans tous nos métiers. Je pense que il y a des gens très sympas. J'ai eu quelqu'un de très sympa, il se reconnaîtra certainement, qui est sur la place publique, qui m'a dit, est-ce que Cyril peut faire une live avec moi sur Instagram et tout? Franchement, c'est très bien ce que vous faites, machin. Merci beaucoup. Je peux pas. Il ne peut pas le faire. Parce que c'est pas bien de mitonner, de dire, oui, attends, je vais voir, je vais réfléchir. Non, mais il peut pas le faire. Il va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Il peut pas. Bon, on aspire à d'autres choses. On essaie de lui trouver des plateformes pour mieux s'exprimer, pour aller chercher des sponsors qui ne sont pas dans la niche. Quand tu atteins le niveau de Cyril, il faut sortir des sponsors classiques de j'ai telle marque de sport, j'ai tel machin. Il faut aller chercher des choses qui n'existent pas dans la niche et tout, des marques de parfum, des marques d'horlogerie, des choses de l'immobilier. Enfin, je dis n'importe quoi, mais des choses qui ne sont pas dans la niche, des marques qui ne sont pas dans la niche. Et donc, pour ça, il faut soigner l'image. Malheureusement, il faut la soigner. Tu peux pas te permettre juste là de faire des lives comme ça. Et quand tu vois, toi, globalement, justement, et tu vas me dire hein, si tu considères ça comme un best practice ou non, quand tu vois des exemples de combattants comme Morgan Charrière,
qui lui aujourd'hui a réussi, sportivement bien évidemment parce que champion du Cage Warriors, mais grâce à ses réseaux sociaux aussi à jusqu'à, je crois, la victoire de Cyril, il était le combattant français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Euh, Quand tu vois ce qu'il a réussi à faire, est-ce que toi tu te sers de ce que Morgan a fait, à savoir sortir du sport pour justement attirer un certain nombre de fans? Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit les combats de Morgan, il y a toute une armée qui le suit, c'est hyper impressionnant, et ces gens qui suivent Morgan, la plupart ne suivent que Morgan. Est-ce que toi t'essayes justement de dire à tes athlètes, pourquoi ne pas aller dans telle ou telle direction? Enfin, tout simplement, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, t'as réussi à trouver la clé pour que tes athlètes puissent justement susciter de l'intérêt sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est compliqué. Non, il y a pas de clé. Il y a pas, l'algorithme est clair dessus, il n'y a pas de clé. Ça marche ou ça ne marche pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne, voilà quoi, c'est, Mais c'est pas frustrant, la ça, charia, quelque part? Tu vois, je sais pas, moi, tu sais, t'as un gars, tout est top, bonne gueule, machin et tout, il a les résultats sportifs, mais ça ne matche pas. parce qu'il y a encore une fois de plus, on est en train de parler des règles du jeu. On ne les comprend pas et vous voulez absolument les comprendre. Moi, ça ne me fuse pas parce que ce que je sais, c'est quoi? C'est aléatoire et il y a un truc qui va cliquer à un moment donné. Il y a quelque chose qui va faire basculer la com. Parce que Mehdi Ben Lagda, c'est quelqu'un qui est sur les mangas un peu plus et qui va un jour déclencher une communauté parce qu'il a fait une action avec les mangas qui a marché. Tu peux pas le faire. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Si on avait dit à quelqu'un que Inès, qui est la comédienne qui est devenue très connue sur les réseaux sociaux parce que elle disait que voilà qu'elle veut son, comment il appelle ça, son, ses paillettes. Oui, des paillettes dans sa vie, Inès qui je crois. voulait les paillettes. Bon voilà, et puis elle veut les paillettes dans sa vie. Comment tu vas te lever un matin et dire à ton gars, bon, tu sais quoi, prépare-toi à faire un truc où on va dire Inès veut les paillettes. Mais non, ça marche pas. Tu peux pas préparer ça. C'est sur un coup que ça va marcher. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis à mes élèves, exprimez-vous. Exprimez-vous. Vous n'avez pas le choix. C'est dépendant de votre salaire. C'est pas une affaire de timide ou pas timide. Exprimez-vous parce que c'est votre salaire. Enfin, les contrats de l'UFC sont aussi simples que ça. Tu peux avoir en pay-per-view 1 point, $1 par pay-per-view. Tu peux avoir $2 par pay-per-view. Tu peux avoir $2,50 par pay-per-view. Tu fais une vanne où tu réponds de manière naturelle. Il faut juste que ce soit naturel. N'essaie pas de faire le fake. N'essaie pas d'inventer une vie. Si tu es naturel dans ton registre à toi et que tu es en phase avec toi-même, tu fais une vanne ou n'importe quoi. Prends le cas de Masvidal. Il vient les mains dans le dos, boum, gauche droite sur la bouche d'Edouard, Leon Edouard, boum, il a percé. Il devient l'un des gars les plus bankable à l'UFC. Tu dis à Nassourdine d'aller faire ça, ça ne perce pas. Parce que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon style, c'est imité par Nassourdine. Tu dis à Cyril d'aller faire ça, ça ne marche pas, c'est pas Cyril. Mais dans son registre à lui, un jour, il va faire une vanne, une connerie, n'importe quoi, et ça va déclencher une hystérie que tu n'as jamais compris. Alors que sur le cas de Bon Gamin, ça a plafonné, 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 mais il est resté lui-même sans jamais vouloir tricher ou vouloir inventer un truc de crash talk. Et il se trouve jusqu'aujourd'hui, bah, les médias ils disent, moi j'en peux plus, moi je le kiffe, je ne le connaissais pas. J'avais juste besoin de le connaître comme il est. C'est bon, ça me suffit, je suis dans le train. Donc, il faut juste qu'on s'exprime parce que un gars comme Cyril, chaque mot qu'il dit peut multiplier sa paye par 7. C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Il peut ne pas dire un seul mot et puis faire 300 000 pay-per-view. Et puis il peut dire une phrase ou un truc, il peut juste répondre à un truc d'un détail, n'importe quoi. Ça peut être, enfin, j'ai dit une connerie.
Derrick Lewis, on lui dit qu'est-ce que ça te fait que tu puisses te faire, que tu te fasses battre par un Français chez toi. Et, euh, et, et il prend le micro, il dit, excusez mon français, mais fuck you. À l'instant là, si Cyril ramasse le micro, il dit, fuck you too. T'aurais voulu, hein? Est-ce que t'aurais voulu qu'il dise ça? C'est pas son langage, ça ne marche pas avec lui. Il va pas faire ça. Mais ce que je te dis, c'est que ces détails-là de fuck you too te met en une position où tu peux passer de 400 000 pay-per-view à 900 000 pay-per-view. 900 000 pay-per-view, tu viens juste de mettre à l'abri ta famille de manière considérable. Encore une fois de plus, je vous parle des règles de jeu. Ne voyez pas en moi le gars vénal qui ne pense qu'à l'argent. Ceux qui me connaissent seraient morts de rire parce qu'ils savent combien de fois je n'y accorde pas d'importance à l'argent. Et je vous parle, moi, de compétition dans les champs d'action. Vous êtes journaliste, vous êtes compétitif. Vous voulez être numéro 1 journaliste. Je suis coach, je vais être numéro 1 des coachs. Vous êtes combattant, vous voulez être combattant numéro 1, pas numéro 1 juste dans la cage. Vous, ça vous fait plaisir de savoir que il y a un classement fort et qu'un jour, il y a un mec qui s'appelle Conor qui est devant Lionel Messi, qui est devant Zlatan, qui est devant machin. Bah, c'est de la compétition. Je suis un compétiteur. Je ne voyez pas en ça une réflexion vénale en mode oh, il fait trop les calculs sur l'argent. Non. Mon métier, je suis consultant. On me paye pour conseiller comment aller fabriquer l'argent rapidement. Donc, dans mes conseils que je donne, voilà, les conseils que je vais donner aux athlètes en disant, voilà, trouve un moyen de parler et un jour, tu vas trouver ton moyen d'expression. Tout seul, on n'aura même pas à te guider. Tu vas te sentir bien dans un domaine parce que tu es souriant, parce que tu es énervé, parce que tu, tu ne dis pas grand-chose. Enfin, n'importe qui aurait fait le style de je m'en foutisme avec lequel parle Derrick Lewis. Bah, il n'aurait pas de succès. Mais ça marche bien, lui. C'est genre, bah, je ne... Qu'est-ce que tu as, machin? Bah, j'ai les couilles en feu. Ça sort de nulle part. Enfin, en temps normal, ça ne va pas amuser les gens, mais ça passe avec lui. Parce qu'il a un truc. Parce que... Et c'est bien. C'est bien de capter ça, de juste lâcher les choses et se dire que la promotion de l'événement n'incombe pas qu'au promoteur. Aujourd'hui, la promotion de l'événement, c'est s'éduquer pour vendre son business, c'est son capital. Quand je crée une société, j'ai un nom qui s'appelle MMA Factory. Plus on voit le nom, on s'y habitue, plus je capitalise. Même si je suis pas en bourse, je capitalise sur ma marque. Et un jour, elle va valoir quelque chose. Bah, quand tu t'appelles Guillaume et que tu es un combattant, tu capitalises pour que Guillaume soit une marque connue et qui revienne souvent et qu'on clique dessus. Pas parce que tu es un bouffon, mais parce que tu sais que tu capitalises et que c'est ça ton métier. Bah voilà, là je pense que les gens ont compris. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce département-là qui est quand même ô combien important? Bah non, moi ce que j'avais, c'était, je me disais que on aurait eu une conversation et que tu m'aurais donné ton avis, puisque le communicant, c'est toi le Ah journaliste, c'est oui, toi le mais oui. communicant, c'est toi le média. Moi, je voulais que tu nous donnes des anecdotes ou que tu nous donnes des conseils. Enfin, c'est ton métier, quoi. Enfin, Alors, je vais te je donner deux, viens trois en conseils. Non, monologue. non. Moi, j'ai pas de conseils, mais c'est vrai que oui, quand tu m'as interpellé, mais après, bon, t'étais dans le flow, dans un état de flow, cher à Fernand Lopez, donc c'était un état de flow en pleine interview, donc je voulais pas te couper là-dedans, justement. Mais non, moi, ce que je veux dire, c'est plus ou moins, globalement, pour les interviews, tu vois, que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu, le plus important pour moi, et je pense que c'est ce qui fait aussi que la sueur fonctionne, en fait, c'est que, à chaque fois, je me dis, est-ce que la personne a quelque chose à dire, et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire par rapport à ça? Par exemple, tu vois, nous deux, toutes les semaines, on vient, il y a les fidèles bien évidemment, et puis il y a quelques gros moments dans l'année, mais les gens ils sont intéressés parce que, ok, à chaque fois il y a Fernand qui vient chaque semaine, mais chaque fois tu vas dire quelque chose d'intéressant, enfin je pense, hein, et on va avoir un échange intéressant. Alors que c'est vrai, tu vois, par exemple avec d'autres athlètes,
bah, ça va intéresser personne. Et je me suis retrouvé dans ces situations-là, moi, au début de ma petite carrière, où justement je faisais une interview, mais une interview juste pour faire une interview. Et quand il y a quelqu'un qui n'a rien à dire, ou comme tu as dit, qui a pas d'actualité, moi, je vois que ça va m'emmerder, et je me dis, si même moi, qui suis en train de poser les questions, ça m'emmerde, alors la personne qui ne connaît ni le mec, ni le contexte, ah bah alors là, là c'est fini. Et donc, et c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. Regarde, par exemple, même un truc, Cyril Gane, qui est aujourd'hui le plus grand athlète, machin, on a certains accès avec Cyril. On pourrait dire, comme il y a certaines personnes qui le disent un peu malveillantes sur les réseaux sociaux, ouais les gars, vous faites que le 1000K avec Cyril. On n'a pas posté d'interview de Cyril Gane sur la chaîne La Sueur, je crois, depuis 2 ans. Tout simplement parce que les reportages de Russ se suffisent à eux-mêmes et qu'on n'aurait rien à dire à Cyril à part comment tu te sens, on est à quelques semaines du combat, qu'est-ce que... Bah non. Enfin, ce serait juste faire une interview de Cyril pour faire une interview de Cyril. C'est ça. Tu vois ça, je trouve que c'est les réponses qu'on doit donner aux jeunes. Au lieu d'en vouloir à la terre entière et en vouloir aux journalistes en disant oui, moi, on ne m'a pas interviewé, pourquoi moi, on ne m'interviewe pas? Non, peut-être parce que tu n'as pas d'actualité, tu n'as pas de tenue. Si tu avais du contenu, si tu combattais souvent, si tu t'entraînais bien et que tu combattais souvent, si tu es une catégorie de poids qui est très lourde et que tu cotes beaucoup, déjà, descends, monte de catégorie, comme ça tu auras plus d'opportunités de short notice, comme ça tu combattras plus, et quand tu combats, tu as du contenu, on n'a même plus besoin de t'interviewer. Le journaliste vient vers toi. C'est aussi simple que ça, c'est l'offre et la demande. Si tu constates qu'on ne t'interviewe pas, ça veut dire que tu n'es pas intéressant. C'est brut et c'est brutal, comme on dit, mais si tu es intéressant, on va t'interviewer. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui est, par exemple, La Sueur, ils sont très potes avec Cyril. Et donc, ils vont laisser tomber Lionel Messi pour pas l'interviewer pour Cyril Gane. Mais non, ça n'a pas de sens. Bien sûr que s'ils ont accès à Lionel Messi, ils vont foncer chez Lionel Messi parce qu'il y a de l'actualité. Donc, c'est ça le principe. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, le jour où il y a un autre acteur qui est bon, tu es obligé d'y aller. Donc, quand un gars vient dans ma salle et qui dit oui, mais moi, on me calcule même pas, j'en ai marre et tout dans cette salle et tout. Lopez, il fait que des pattes d'os à un tel. Non, pose-toi la question, est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je suis vraiment bon? Est-ce que je combats à ce moment? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est mon tour d'abord? Et si tu vois que même pendant ton tour, ok, il y a encore de l'étape à passer. C'est une affaire de positionnement. Il ne faut pas voir ça de manière méchante et de manière brutale. Les gars professionnels dans une salle de sport ne sont pas en mode gentille association où on distribue les pailles, on fait de la discrimination positive et on essaie de rééquilibrer les tâches. Non, sinon on perd trop de temps, on ne s'en sort pas. Ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Tu es bon, tu mérites, et ensuite tu es à la place. C'est impossible qu'il y ait un jeune qui est brillant. Et toi, Guillaume, tu dis, bah non, je lui boude, je vais pas aller interviewer. Mais non, mais non, mais non. Avant de venir la pression à Guillaume, oui, mais Guillaume, vous abusez, jamais vous n'interviewez mon gars ou vous ne m'interviewez pas. Peut-être que tu n'es pas intéressant. Peut-être que pour le moment, il y a des choses à travailler dessus. Et quand tu le sais, t'es bien. Enfin, si je vais voir RMC 1, RMC Football, et je vais dire, les gars, vous êtes abusés, tout ça, vous ne m'interviewez même pas. J'ai vu qu'il y avait Etofis chez vous. J'ai vu que vous avez interviewé. Mais Fernand Lopez, mais t'es qui? T'es qui? Tu viens faire quoi là? Tu veux qu'on parle de quoi? C'est du bon sens. Quand tu sais te placer sur l'échiquier et que tu sais où est ta place vis-à-vis de celui qui est en face de toi, ta négociation est meilleure. Mmh. Et puis, je vais ajouter aussi, peut-être conclure d'ailleurs sur le sujet, que quelque chose qui est très important aussi, et c'est ça, je sais, c'est quelqu'un qui m'avait dit dans une agence de com, justement, pour justement les interviews ou les contenus qui sont faits, il faut aussi que ça marche. Et ça, c'est plus au global, comme Fernand l'a dit à propos de Cyril. Le truc, c'est si on fait un contenu, par exemple, nous, on fait un contenu, le contenu ne marche pas, le manager de l'athlète ne va pas être content, l'athlète ne va pas être content parce que ça n'a pas marché, et nous on va pas être content parce que ça ne marche pas non plus. Donc finalement tout le monde y perd parce que ensuite le manager va se dire ah ouais ok donc en fait la sueur
bah c'est nul, quoi. Et nous, on va être aussi dans une situation un petit peu compliquée. Donc au global, c'est pour ça aussi que mine de rien, bah de temps en temps, il faut faire des choix. Enfin, faire des choix, même si c'est assez logique, somme toute. Donc voilà. Avançons, on va passer aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. On va commencer par donc de Teddy Bear Team. Ouh là là, hot take peut-être. Salut le King, peut-on comparer le Fight IQ de Cyril Gane à celui de Mohamed Ali? Bon, difficilement comparable. J'ai tendance à penser que euh, le fight IQ de tout jeune aujourd'hui à l'UFC serait meilleur que celui de Mohamed Ali. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que l'évolution de l'espèce fait que un combattant du siècle dernier ne peut pas avoir le fight IQ plus élevé que le combattant de ces siècles. Voilà, grosso modo, ce que j'ai envie de dire. Maintenant, les comparer, c'est très compliqué. Voilà, je sais qu'en termes de personnalité, d'aura, de tout ce que tu veux, Mohamed Ali n'est pas comparable. Maintenant, en termes de fight IQ, très sincèrement, j'ai tendance à penser que le fight IQ de Kylian Mbappé est meilleur que celui de Pelé. Pelé Nascimentos, voilà. Je pense que les périodes évoluent et que, bon, voilà. Bon, bah voilà. Allez, avançons. Deuxième question donc de Jarod Ether. Salut la sueur. Et Fernand, petite question pour le King Energy. Fernand, pourrais-tu nous situer le niveau de Taylor Lapillus, que j'adore, s'il revenait à l'UFC? Pourrait-il prétendre au titre quand on voit la catégorie extrêmement chargée des bantams, entre parenthèses Yann, Sterling, TJ Dillashaw, Cory Sandhagen, José Aldo, Rob Font, etc. Et pourrait-il combattre en flyweight? Sachant qu'on a vu récemment un post Taylor Lapillus contre Wilson Reis, ils sont d'accord, accord verbal entre les deux pour un combat à Arès. Donc voilà, je ne le vois pas retourner, je ne le vois pas faire des flyweights, c'est impossible. Même pour faire les bantams, déjà, il tire le diable par la queue, c'est compliqué, je ne le vois pas faire les flyweights, je ne lui conseillerais pas de faire flyweight, ça ne passe pas. Euh, mais cependant, je pense qu'il a largement le niveau de pouvoir prétendre un jour à la ceinture de l'UFC. Je pense, sans risquer de me tromper, que c'est, il y a, pour vous situer à peu près le niveau de Taylor, au-delà des qualités physiques et tout ce qu'il y a, euh, je tenais un classement des considérations de fight IQ à la salle. Et pour moi, à l'époque, il y a encore quelques temps, le fight IQ que j'avais à la salle, c'était Taylor qui était en pole position. Parce que grosse analyse, une aisance à pouvoir, voilà, fight IQ très poussé de la part de Taylor. Et parce qu'il y avait, il y avait lui, il y avait Mehdi Ben Lagda qui a un très bon fight IQ aussi. Il y avait voilà, j'avais ce classement-là et puis il y avait au, au-dessus, donc il y avait au-dessus de Taylor, il y avait Cyril Gane et puis il y avait Mehdi Ben Lagda sur ce que je voyais comme les fight IQ qui sortaient du lot tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, Cyril a pris la pole position parce que le niveau technique, le manque de technique qu'il y avait vis-à-vis de Taylor a grimpé un peu par rapport à sa catégorie de poids. Et donc, du coup, je considère qu'il devient le mal alpha sur le fight IQ. Mais Taylor a un putain de fight IQ. Je pense qu'il pourrait mettre n'importe qui en difficulté dans le top 10 de Bantamweight UFC. En tout cas, on espère un comeback de Taylor Lapillus. Question également de Iminemo92, et c'est la dernière question. Question pour Fernand, la rencontre avec Cyril était fortuite. Cela vous a-t-il poussé à prospecter dans d'autres sports de combat pour trouver des futurs champions? Avez-vous des scouts pour trouver les stars de l'UFC de demain? Oui, on a des scouts, ils se reconnaissent là.
Bilal, euh, Jason, je vous en ai parlé, Jonathan, je vous en ai parlé. On a des scouts qui réussissent à aller chercher, par exemple, Zélim Khan, on est allé vers Zélim Khan le chercher parce que politiquement, sa situation ferait qu'on savait qu'il ne pouvait pas aller au JO et donc avoir un gros lutteur de ce calibre et tout, on l'a approché. Et ça a été c'est une bonne chose qu'on l'ait approché. Ça a été le match tout de suite. On a, voilà, par exemple, Iris Marmousset, c'est une jeune fille qu'on a à la salle, euh, qui a déjà fait, qui je pense qu'elle était championne de France de Muay Thai. Euh, je connais pas beaucoup, mais je pense que c'est le futur. Elle ne communique pas encore beaucoup. Je pense qu'il y a un truc en elle qui pourrait faire d'elle. Elle est super jeune, hein, elle a tout le temps de se développer. C'est pour ça que je fais mention d'elle. Euh, et elle a un truc qu'elle est acharnée du boulot, elle travaille beaucoup. Et il se trouve que il y a un élève de FMC, la formation, qui me contacte et qui me parle d'elle en me disant est-ce que cette fille peut venir s'entraîner chez vous? Je pense que je dis mais je connais ce nom et je me mets à fouiller sur la liste que j'ai des noms de prospects à recruter et je vois son nom et je dis parfait, elle peut venir à la salle. Il me dit mais pourquoi tu es si rapide et tout? Je dis non parce que je la connais. J'ai déjà vu combattre, on m'avait déjà envoyé ses vidéos, elle était dans ma ligne de mire. Je la voulais à la salle. Oui, on essaye de, 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 d'aller chercher des personnes, pas des personnes qui sont encore dans le sport à fond, dans la discipline sportive, c'est très compliqué, il faut qu'elles aient choisi de passer à autre chose. Mais on le sent, même quand elles sont jeunes, parce que soit elles ont plafonné sur les performances, soit il y a eu un souci qui les a un peu dégoûtés, de la même manière qu'une fille comme Anissa Mexen est passée à la boxe, de la boxe française au kickboxing, au Muay Thai, parce qu'elle avait été dégoûtée par la fédération de boxe française. Il y a toujours un moment donné, il y a un passage et on est bon dessus pour aller recruter les gens au moment du passage. Et ben voilà, c'est parfait. Exhaustif comme à chaque fois, je pense qu'on a fait le tour. Point réclame, plus besoin de point réclame à mon sens, franchement. Là, vous le savez désormais, chaque semaine. Bah, Non, mais je pousse Fernand quand même Régal. un coup de gueule. Moi, je pousse quand même un coup de gueule. Tu peux, et en plus, sachant qu'en plus maintenant, on a les versions sous-titrées. Il y a les versions Parce que, bon, sous-titrées. il y a les versions sous-titrées à la demande du public. Tout le monde est d'accord que les contenus sont une dinguerie et que ça devrait être au minimum 1 million d'abonnés. Au minimum 1 million d'abonnés. Et on est en train de, voilà, on est en train de ramer pour arriver sur, ça va lentement. Ça évolue, hein. Ça va lentement, mais pour 110. Donc, voilà. C'est bien de parler, c'est bien de machin, mais voilà, éclater le bouton de l'abonnement et motiver les gars à, voilà quoi. On a un média qui sort du lot, qui peut faire quelque chose de bien et l'évolution du sport passe aussi par l'évolution de la médiatisation. Donc, pousser des coups voilà quoi. Énervez-vous sur les Twitter et tout, envoyez des messages aux gens et dites aux gens de bouger, tu vois, autour de vous. Poussez des coups de gueule, envoyez des messages et faites remonter l'information. Et les gars, n'oubliez pas, c'est pas normal qu'il y ait autant de vues et qu'il y ait si peu d'abonnés. Venez, on se bouge. Enough Let's go. said. Et ben voilà, à la semaine prochaine.